Salut à tous, bienvenue à Avantinissa, le podcast. Eh ben ouais, on est de retour, même si c'est la trêve internationale, on est de retour pour parler de Strasbourg-Nice. On va faire le débrief avec Sky et Bada. Salut les gars. Salut Brice, salut tout le monde. Salut Brice, salut Sky. Bon, Nice est premier de la Ligue 1 Uber Eats. J'allais dire Conforama, non pas du tout, Uber Eats. Seule équipe à avoir fait 6 points. Bon, ouais, ça a changé. Au moins 15 ans. Ouais, c'est ça. Ça changera pas. Premier, seule équipe à avoir fait 6 points. Bon, le PSG n'a pas encore joué, Marseille non plus, Lyon non plus, mais quand même, ça fait bien plaisir parce qu'il y avait quand même pas mal de critiques un peu avant la saison, notamment de Sky et de Bada sur le jeu. Ouais, voilà. Le mec, il nous a direct mis au bûcher, quoi. Direct, on n'a pas le temps, nous, on n'a pas le time. Non, mais bon, en tout cas, voilà, ça fait plaisir. On va en parler on va faire ce débrief de Strasbourg-Nice, mais juste avant, petite info mercato. Il y en a 2, d'ailleurs, on va parler de 2 joueurs de l'OGC Nice, qui ne seront peut-être plus. C'est Tamézé, normalement, qui doit partir vers l'Hellas Vérone, et normalement, c'est un transfert. Il y a des chances, on parlait d'un prêt avec option d'achat au tout début, enfin on parlait la presse italienne qui du coup est bien rencardée sur le sujet. Je pense que c'est Nice qui a demandé, quitte à ce que ce soit revu à la baisse ou qu'il y ait des pourcentages à la revente, que ce soit un transfert sec, parce qu'on s'est un peu fait avoir par l'Atalanta sur le précédent prêt avec option d'achat. D'après ce qu'on a compris, ce qu'on a pu recouper comme information, ça a l'air d'être plus ou moins décidé entre les deux clubs. Je serais pas surpris d'apprendre très rapidement que Tamézé ou ses agents sont sur place, et à mon avis, s'il y a vraiment une volonté de toutes les parties, je vois pas trop ce qui pourrait empêcher le transfert de se réaliser rapidement. Ouais, surtout qu'en plus il a fait, tu l'as bien dit, on s'est un petit peu fait avoir entre guillemets, dans le sens où il manquait qu'un seul match, qu'une seule apparition pour que l'option d'achat soit levée. Et effectivement, il l'a pas joué ces derniers matchs, donc voilà, ça serait bien qu'on refasse pas la même erreur et qu'on arrive à le vendre, même pour lui, je pense. Comme il l'avait dit dans une interview, il se voyait mal vraiment revenir à Nice et se projeter avec Nice. Donc voilà. Oui, puis maintenant que tu as Schneiderlin et Thuram dans l'équation, il y a aucune place pour lui à Nice. Bah voilà, c'est ça. Donc au moins il peut se projeter sur un nouveau club. Voilà, donc ce serait bien. Il a fait des échos qu'on avait eu sur Twitter, même des mecs de l'Atalanta France, qui disaient qu'il avait fait quasiment que des bons matchs, que des bonnes apparitions. Donc je pense que demander aux supporters 5-6 millions, il le gardait à mon avis. Donc si on arrive à en tirer ce 4-5 millions à l'Hellas Vérone, je pense que pour un mec que t'as payé moins d'1 million d'euros, en fait, t'as tout gagné. C'est vrai que ça fait râler de pas l'avoir vendu 10 millions à Moscou l'année d'avant, mais bon, écoute. Ouais, c'était un choix personnel. Voilà, on sait que c'était compliqué Moscou pour lui, je pense. Et voilà. Après, il a une belle cote en Italie. Voilà, l'Hellas Vérone, ça peut être pas mal pour lui, je pense. Donc, faut y aller à Moscou. Il y a que Valbona qui peut y aller à Moscou, parce que putain. Non, Cabella, ouais, mais la Russie, même si on multiplie par 10 ton salaire, faut vouloir jouer là-bas. Bon, quand tu t'appelles Tamézé et que t'es d'origine camerounaise, à mon avis, c'est pas très très sympa non plus. Les préjugés, les clichés. Bon, tu me diras, les Hellas Vérone, c'est peut-être encore pire, mais ouais, c'est vrai que les Hellas Vérone, c'est pas mal pour ça. Quand tu vois Malcolm qui est brésilien et ce qu'il a ramassé là-bas déjà, donc tu te dis je pense qu'il s'est plus en Serie A cette année, donc voilà, c'est logique qu'il va y retourner, et sinon on se retrouve autour de 5 millions d'une offre autour de 5 millions d'euros. Je pense qu'il n'y a pas de raison de forcer, et plus vite il sera parti, plus vite on pourra passer à autre chose. On espère qu'on passera aussi à autre chose avec Danilo. Il est entre la Fio et le Napoli. Donc l'Italie parle d'un transfert de 5 millions et le Brésil de 15 millions. Si c'est 15 millions, c'est absolument un braquage total. Et franchement, bravo. On en a parlé en off, mais alors, je sais pas. Je pense que c'est pire que Ganago à Lens, je pense. Le braquage là. Ouais, quand même. Un braquage exceptionnel. 15 millions. Si vraiment on a une offre de 15 millions, je l'amène à l'aéroport moi-même. Je m'engage à l'amener, quoi. C'est pas que j'aime pas Danilo. On lui paye le billet d'avion et tout, quoi. Pas que j'aime pas le joueur, ou tu vois ce que je veux dire, mais 15 millions, c'est pire qu'inespéré. 15 millions, c'est braquage niveau Micromania. Enfin, franchement, il n'y a pas de... C'est ça. Incroyable. Mais pour en revenir à la différence entre ces deux montants, c'est vrai que l'Italie parle plutôt de 5 à 6 millions qui seraient demandés par Nice.
au Brésil, j'ai pu échanger avec le journaliste brésilien de Fox Sports qui a sorti les fameux 15 millions là dans l'après-midi. Il me dit que ça vient de l'entourage du joueur, donc bon, dans quelle mesure c'est les groupes du clan Mendes qui gèrent les intérêts du joueur, je sais pas très bien. Moi, les droits à l'image, tout ça peut-être. Ouais. Ouais, enfin bon, après s'il lui reste vraiment qu'une seule année de contrat, même si avec Nice il y a toujours un doute, s'il n'y a pas de communication sur les prolongations, je vois pas comment ça pourrait aller au-dessus de 5-6 millions d'euros. Nous on l'avait payé entre 8 et 10 millions d'euros selon la méthode de calcul. Il s'est jamais vraiment imposé, même s'il a montré des choses intéressantes. Il lui reste qu'un an de contrat. 5-6 millions, c'est le prix correct. 15 millions, c'est braquage. Après, pour ajouter un peu petite exclusivité, on va dire à cette information, il y avait l'intérêt du Napoli aussi qui avait été mentionné par la presse italienne, et apparemment il y aurait une réunion prévue entre les agents du joueur et les dirigeants du club italien pour essayer de faire une contre-proposition à Nice qui serait inférieure. Donc bon, inférieure aux 15 millions. Je pense que ça serait bien, inférieur aux 5 millions, ça me semble un peu compliqué, mais on sait que le Napoli a besoin d'un remplaçant à Alan. Alors on va falloir quand même se mouiller la nuque en passant de Alan à Danilo, sans lui manquer de respect, mais voilà, c'est un peu la bonne nouvelle, c'est que ça, par contre, ça commence à un peu bouger pour nos milieux. C'est ce que disait Jean-Pierre River quand il disait on a des offres, mais pas forcément des joueurs dont on parlait. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, on sait que Danilo avait un bon de sortie s'il y avait une offre qui correspondait à tout le monde. Là, franchement, peut-être pas 5 millions, mais 7-8, ça serait nickel pour nous. Ouais, c'est ça. Il fait pas partie du loft, mais il fait partie des joueurs qui sont susceptibles de nous quitter. Donc oui, voilà, si tu commences un peu à dégraisser au milieu, ça commencera à être sympa. Il te restera, on va dire, si tu arrives à vendre Tamézé et Danilo, on va dire qu'il restera vraiment que Cyprien en gros salaire, où il faudra vraiment lui trouver un point de chute assez rapidement. Mais et puis à partir de là, peut-être qu'on verra peut-être arriver une nouvelle recrue, je pense, parce que après si tu vends même en comptant on va dire à la baisse, tu vois, si tu vends 5 millions Danilo, 5 millions Tanézé et 10 millions Cyprien, tu vois, vraiment en prenant les cotes les plus basses, t'as quand même 20 millions à mettre, tu peux claquer ça sur un ou deux beaux joueurs déjà, franchement. Sachant que t'as pas, même River l'a dit lui-même dans son interview à Téléfoot, il a dit lui-même qu'on n'a pas énormément dépensé, donc si en plus de ça tu rajoutes 20 millions dans la balance d'un côté, si t'as la fourchette haute, voilà, t'as facilement 30 millions d'euros disponibles pour claquer un ou deux joueurs, même si officiellement c'est pas trop les intentions, mais il y aurait de quoi faire. Tu peux avoir des opportunités avant le 5 octobre, c'est la date finale des transferts en Europe en tout cas. Donc tu peux avoir des opportunités et pas des moindres, parce que ça va beaucoup bouger dans pas mal de clubs européens. Donc il y a moyen de se faire un peu plaisir, je pense. Surtout pour acheter un 8 ou un 10. Je pense que c'est ce qu'il faut attendre maintenant, attendre de voir des gros joueurs qui seraient barrés dans des gros clubs, qui auraient besoin de temps de jeu en vue de l'Euro 2021, par exemple. C'est avoir cette opportunité. L'essentiel du marché intelligent, on va dire, que tu peux prospecter, identifier d'une année sur l'autre, tu l'as fait déjà. Là, il faut vraiment viser des joueurs qui t'apporteront une plus-value immédiate à ton 11. Sinon, si c'est pour refaire le nombre ou sur le banc au poste ciblé, t'as déjà, tu vois, tu peux garder Makengo au milieu de terrain, tu peux avoir Miziane, Claude Maurice, Sylvestre qui vont te dépanner à gauche. Ça fait pas rêver, mais si c'est pour empiler un joueur moyennasse en plus dans l'équation, autant garder ton argent. Ouais, voilà, je pense que limite là où tu peux faire par contre on va dire un joueur de rotation, c'est peut-être devant, parce que je pense que là, depuis quelques matchs, on se rend compte que Gouiri va forcément s'installer à gauche. Je vois pas comment ce serait criminel de le sortir du 11 là, je pense. Donc je pense que voilà, tu peux prendre un joueur de rotation à la limite devant, qui va un peu à la Ndoye, si vraiment tu veux prendre quelqu'un devant. Mais par contre, voilà, pourquoi pas par contre faire le fameux gros 8 comme on en parle sur Twitter, mais vraiment un bon 8 pour après si tu récupères Boudaoui et prendre un peu créateur, tu vois, qui va vraiment t'apporter quelque chose. Tu récupères Boudaoui, si tu installes Gouiri à gauche, ça veut dire moins de temps de jeu pour ACM, donc est-ce que tu recules pas ACM en milieu central? Enfin bon, voilà, je pense que ça fait partie de la réflexion aussi, et Vieira l'avait dit entre les lignes dans Nice Matin, je crois que ça devait être, que il se donnait aussi un peu
tous le temps de la réflexion, d'identifier vraiment les manques dans l'effectif. Parce que si t'as plus qu'un joueur à faire, c'était le débat qu'on a eu dans les dernières émissions, avant de mettre des sous, faut bien identifier si c'est plutôt un milieu de terrain parce que tu fais jouer Claude Maurice devant ou plutôt un ailier parce que Claude Maurice tu le rapatries au milieu et du coup il faut un mec polyvalent devant qui peut te doubler Dolberg, Guiri, Ronny Lopez, enfin un peu être le quatrième homme devant. Ouais, c'est ça. Après, il faut pas oublier que les autres clubs européens, ça a pas beaucoup bougé. Très peu bougé, donc t'as encore le temps de. C'est un effet domino, c'est comme tu disais. Ouais. C'est une fois que ça va commencer à bouger dans les gros clubs, des opportunités vont s'ouvrir. Exactement. Et en plus de ça, toi aussi, comme tu le rappelais, il y a l'Euro 2021 qui va s'approcher. Donc, selon comme sont les transferts et tout, t'en as qui vont vouloir bouger assez rapidement. Nice joue aussi la Coupe d'Europe, c'est pas négligeable. Ils jouent l'Europa League. Donc, il y aura moyen de faire de belles. En tout cas, de bons joueurs, je pense, avec l'argent qui va te récupérer de Danilo. Si c'est vraiment 15 millions, je le répète, c'est un putain de braquage. Ouais, c'est impossible. C'est incroyable. Il est choqué. Ah ouais, mais je suis choqué. Mais tant mieux, putain, c'est cool, tu vois, mais c'est cool qu'un club français récupère 15 millions sur un joueur aussi peu coté. Façon de parler, hein. Ouais, c'est ça. Et en plus, t'as la FIO qui, sans être un club pauvre, tu vois, c'est pas un craquage de West Ham ou d'un club de anglais, Newcastle quoi. Ouais, qui va balancer des sommes folles sur n'importe qui, tu vois, c'est un peu ça qui est étonnant. Ouais, bon, bah écoute, on verra en tout cas. Là, on va passer au débrief Strasbourg-Nice. Nice a gagné 2-0. Je savais pas comment lancer le truc, je pensais que vous alliez vous exciter. Simplement. Je pensais que ça allait lâcher un Dolberg, donc un truc comme ça. Doublé donc de Dolberg, un but sur penalty, un magnifique piqué du droit aussi, en deuxième but à la 60e minute. On va parler des tops et des flops. Déjà, voilà, j'annonce mon top, c'est Schneiderlin. Putain, devant la défense, c'est monstrueux, je trouve, ce mec. Mais je suis fou amoureux de ce mec, sans déconner. Je le trouve hyper bon. Hein et pourtant, on va t'offrir son maillot. Ouais. C'est ça. Pourtant, tes congénères étaient là, genre, oui, c'est le joueur, il est claqué. Nice, ils sont persuadés qu'ils font un gros mercato avec Schneiderlin. Tes congénères. De toute façon, nous, on a Sertic et tout. Enfin, bon, voilà, ça part très loin, mais. Non, mais oui, évidemment que c'est. Mais vas-y, finis ton top. Après, moi, je vais carrément englober un peu plus de. Pour moi, c'est Schneiderlin, bizarrement Sylvestre. J'ai trouvé que. Le mec, il a joué décomplexé, il avait rien à perdre. Il a joué décomplexé et je trouve ça plutôt cool de voir des joueurs comme ça qui n'ont pas une pression d'entrée de jeu en étant titulaire, etc. Parce qu'il n'est pas habitué à être titulaire. Et puis, alors Dolberg, c'est son rôle de marquer des buts, mais je dirais aussi Guiri qui a été encore très bon sur son côté gauche, percutant, tout ça. Donc pour moi, c'est mon top 3. Moi, je vais carrément englober même encore, je vais être encore plus général, dans le sens où je suis vraiment satisfait des recrues. Hein. Franchement, tu regardes, moi, Camara, il m'a impressionné. Ouais. On l'a même c'est Camara dans mon top, vraiment. Paganelli pendant le match, il est incroyable. Il a une faculté à enchaîner les courses, que ce soit offensive ou défensive, c'est impressionnant. Guiri, maintenant, on commence à être habitué. Hein. Il est vraiment. Moi, ce qui me plaît énormément chez Guiri, c'est qu'il est intelligent. Ça se voit, il est collectif. Ouais. J'ai l'impression qu'on a vraiment passé. River en avait parlé au niveau de cet état d'esprit, de cette mentalité. Tu vois qu'on a passé le stade au-dessus à ce niveau-là par rapport à un Saint-Maximin, à un Ounas. Non mais oui c'est vrai où tu vois un mec c'est nerveux, t'as dit Saint-Maximin, j'ai rigolé. Mais tu vois le mec il est super intelligent, il cherche Dolberg, il essaye de combiner, il est vraiment collectif, pour moi c'est vraiment une très très belle recrue Guiri. Alors encore plus au prix où on l'a payé, mais voilà, moi j'adore son entente avec Dolberg et puis après Schneiderlin, comme tu l'as dit, Schneiderlin, moi je suis fan. Et il a déjà mis autant de buts que Midian avec Nice, donc bon. Comment dire Et allez, des petits crampons de 16 sur Midian. Allez. Voilà, c'est pas pour tacler Midian, mais tu vois, il a presque mis autant de buts que Saint-Maximin lors de sa première saison en 2 journées. Il a mis autant de buts que Midian en 2 ans. Enfin, tu te dis. Tu t'es pas, sauf catastrophe, là, c'était ses 2 seuls buts, c'est toi qui nous fait une Marvin Martin en équipe de France. Mais, à part si c'est ça, tu sens que t'as passé, comme dit Cédric, t'as passé un cap. Ouais. Mais, moi, je vous rejoins sur les tops, notamment sur Camara, qui a une activité vraiment impressionnante.
Et c'est pas uniquement parce que depuis 3 ans, c'est un poste qu'on a délaissé, c'est que je pense que vraiment, tu vois pourquoi il a été élu meilleur latéral gauche de Ligue 1 la saison dernière. Tu sens quand même qu'il y a certaines limites. Je suis pas sûr qu'à son âge, ça puisse se rattraper, se développer, mais sur la qualité de centre, tu sens que c'est pas non plus encore, que c'est pas un top player, mais bon, c'est histoire de chipoter. Moi, dans les tops, je pense que j'ai bien aimé le milieu de terrain qu'on avait beaucoup critiqué lors des derniers matchs de préparation et notamment aussi la première journée face à Lens. Ça a un peu mieux marché. Je trouve que Thuram s'est un peu plus projeté vers l'avant, même si c'est à contre nature, il sort un bon match. Et puis on va être obligé de manger notre chapeau, Cédric, mais on a enfin vu quelque chose et je sais que je me suis fait foudroyer en disant ça sur Twitter, se dire tu te contentes de peu. Alors déjà oui, je me contente de peu après 2 ans de purge, mais en plus faut être honnête, on a enfin compris et vu du football, on a enfin compris là où Vieira voulait en venir en alignant son 11. Enfin moi tu vois, j'ai vu quelque chose, j'ai vu des idées, ce qu'on lui reproche depuis 2 ans d'avoir un truc qui ressemble à rien, auquel on comprend rien. Là t'as vu quelque chose. Alors s'il faut, ça va durer un match et la semaine après la trêve, ça va redevenir une bouillie, tout ça, mais là moi j'ai compris où il voulait en venir et rien que ça, je me dis si le mec il est capable de nous montrer des idées que derrière tu gagnes 2-0 à Strasbourg, ce que t'as quand même pas fait, fait assez rarement, pourquoi pas. Alors moi surtout là où je suis vraiment content et où il y a 2 points où je lui ai beaucoup reproché, je pense à raison, où j'ai pas inventé, mais c'est que surtout on a vraiment maîtrisé notre match, c'est-à-dire que on n'a jamais vu, on n'a jamais senti Strasbourg nous mettre vraiment en danger. Bon, ils ont eu quelques trucs, mais voilà, contrairement à Lens où il y a vraiment eu une progression. Et voilà, comme tu dis, le projet de jeu qui, pour une fois, on a pris du plaisir à regarder un match de Nice. Ça faisait longtemps. C'était pas ouf, hein. C'était pas du Lucien Favre, c'était vraiment pas ouf. Voilà, mais je dis pas que c'était de la Champions League. On a vu un match de foot. C'était incroyable, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas assis devant un match en me disant on joue bien, il se passe quelque chose, tu vois, il y a des actions, tu te lèves, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, tu vois, vraiment. J'ai pris plaisir à regarder le match et j'ai senti un Nice qui a totalement maîtrisé son sujet. Voilà, ça fait du bien. Espérons que ce soit pas un coup d'éclat parmi 10 journées comme ça et que ça soit le début d'un renouveau, j'ai envie de dire. Que ce soit pas le fameux Nice-Lille d'il y a 2 ans qui reste le seul match référence de l'Arvira, tu vois. Mais... Donc voilà, non, c'est ça. Voilà, j'espère que ça va durer, mais en tout cas, obligé de constater, c'est vrai qu'on a enfin vu quelque chose, et c'est bien. Il faut féliciter Vieira pour ça. Si vraiment c'est ce qu'il veut mettre en place, et qu'il arrive à le mettre en place sur la durée, ça me rassure. J'ai pas osé parler parce que c'était tellement beau cette ode à Vieira. Ça va faire plaisir à Hubert et Pépito. Donc je n'ai pas parlé. Je vous ai laissé et c'était magnifique. J'ai la larme à l'œil, quoi. On dit tout le temps qu'on est des grincheux, mais mais c'est vrai. Bien, mais il faut. Bien, quand c'est mal, on dit que c'est mal. Voilà, il faut l'avouer. Ça a mieux combiné, ça a mieux joué. Alors on dit plus facilement du mal, mais on dit bien aussi quand même. Voilà, là vous ne le voyez pas moi non plus, mais je sens qu'ils sont en train de saigner intérieurement. Je ne me bande la lèvre, voilà. Non, mais c'est bien. C'est bien aussi de dire que voilà, il y a du mieux. On voit un tout petit peu la patte Vieira. Je dis un tout petit peu parce que c'est un premier match, voilà, où on voit ça. Il y a toute cette trêve internationale où il y a quand même quelques internationaux qui sont partis, mais avant de partir en trêve internationale, tu finis sur une bonne note et du bon jeu, même si Strasbourg en face, c'était pas non plus... mais il fallait quand même se procurer ce jeu-là, combiner entre eux, avoir une espèce d'alchimie et de complicité. Là, ils ont 10-15 jours à peu près pour continuer à travailler dans ce sens-là. Ça sera encore aussi un match à l'extérieur, hein, ça sera du côté de Montpellier. C'est difficile comme déplacement, mais bon, c'est un bon révélateur parce que ça arrive à prendre des points à Montpellier. Exactement. C'est quand même très très bien, même si ça sera que le mois de septembre, c'est très bien pour la suite déjà de. Voilà. C'est ça. Et puis de toute façon, on l'avait annoncé dans une des précédentes émissions où on avait dit qu'on commençait par 3 matchs plus ou moins abordables avant de prendre Paris. On avait dit que ça serait bien qu'on prenne au moins 6-7 points. On est sur les bases, voilà. Je pense que si tu vas à Montpellier en ramenant un point, je pense on signe tous de suite, hein, d'avoir 7 points après 3 journées. Donc non, c'est bien. Comme t'as dit, on a à peu près un peu moins de 15 jours là, en étant dans le fauteuil de leader, c'est sympa.
on va pouvoir travailler sereinement. Je pense que les joueurs, forcément, hein, tu commences par 2 victoires, t'as 6 points, t'es premier. Je pense que tu vas à l'entraînement avec la banane, tu vois, tu prends plaisir à jouer au ballon. Donc voilà, c'est que du bonus. Maintenant il faut essayer de réitérer ce bon match dans une dizaine de jours à Montpellier. Puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on va récupérer on n'a pas le 11 type qui est encore disponible. On va récupérer des joueurs, on va récupérer Youssef Attal, même si Lotomba a assuré un intérim plutôt de qualité, honorable, compte tenu du fait que lui a assez peu coupé. En plus, il a fini la saison, il est arrivé tout de suite. Je crois qu'il y a eu une semaine de coupure. Exactement. Il y a Bambou qui va revenir, même si Pelmar, on l'a pas mis dans nos tops, mais parce qu'il fait quand même 2 cagades, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il a sa place dans le groupe pro et il a peut-être même plus que ça à jouer à moyen terme. Malgré ces 2 mauvaises passes, dont une sur Dante où il prend le carton, là, il a quand même fait un match solide. Il a fait un match solide. Très solide. Et tu vas avoir Ronny Lopez aussi qu'on a enfin vu quelques minutes, qui nous a déjà en plus gratifié d'une action de toute beauté. Donc on se dit quand il va un peu être à niveau physiquement, ça risque vraiment d'être de la dynamite sur les côtés. On essaie d'imaginer un côté Attal, Ronny Lopez au sommet de leur forme. Tu te dis ouais, et puis Camara Gouiri de l'autre côté, c'est sympa aussi. Ah ouais. Non. Voilà, tu peux prétendre à de belles choses, mais c'est clair que Ronny Lopez, son premier ballon quasiment où il met un petit pont au milieu strasbourgeois, voilà, tu te dis bon, ça va, tu sens que le mec a du ballon, quoi. Mais c'est vrai que ce système là de délier sur leur mauvais pied, bon, ça fait un peu années 2000 quand même, tu vois. C'est pas une nouveauté non plus, mais tant que ça fonctionne, qui permettent de libérer les couloirs à tes deux latéraux, tes 2 latéraux très offensifs. Moi je trouve que c'est dommage de pas l'avoir installé dans les saisons précédentes, parce qu'au final l'année dernière avec ACM et Ounas, t'avais 2 joueurs qui étaient assez à l'aise dans l'axe, donc t'aurais quand même pu expérimenter ça. Mais bon, là de le faire avec Gouiri et demain Ronny Lopez, ça peut donner vraiment des choses très très belles. Camara il est à l'aise pour prendre le couloir. Lotomba on l'a moins vu. Mais Baptiste Copé nous l'avait dit, et puis vu le profil du joueur, on sait que quand il prendra un peu confiance et que physiquement il sera à 100%, il aura pas peur aussi de porter le ballon devant. Donc on peut vraiment voir quelque chose de très très bien. Et puis comme disait Brice, tu récupères Boudaoui au milieu de terrain, t'as Schneiderlin qui est étincelant depuis le début de la saison, tu peux que t'enthousiasmer en fait. Donc lui il a vraiment bonifié ton équipe, hein. Il en parlait Brice tout à l'heure, il est archi fan de ce joueur, mais c'est incroyable, il a cette faculté à agresser les milieux de terrain, à monter de suite, à faire des courses de 20-30 mètres pour agresser de suite les milieux de terrain, ça fait monter ton bloc, il te fait un bien fou. Et même un truc dont on n'a pas parlé, quand tu disais Cédric qu'on a maîtrisé le match, c'est très juste, mais aussi dans l'agressivité, au final il y a encore un but qui vient d'un pressing assez haut de l'OGC Nice avec Silvestre qui trouve le penalty. Mais Schneiderlin, tu sens que jusqu'à la fin du match, il a pas lâché les joueurs pour qu'on n'ait pas ce fameux trou d'air d'une mi-temps ou d'une demi-heure qui nous coûte en général les 3 points. Et qu'on soit motivé jusqu'à la dernière minute. On l'a même vu haranguer l'équipe, on l'a vu même remobiliser Dante qui jusque-là c'était censé être son rôle, même s'il le faisait avec beaucoup de difficultés les saisons précédentes. Là t'as vraiment l'impression d'avoir retrouvé le leader sur le terrain qui te manquait. Ça serait bien d'en avoir un 3e, je pense quand même, au cas où Schneiderlin serait absent, mais ça t'a bonifié sportivement et mentalement ton équipe. C'est surtout qu'en vitesse de relance, le mec il a une vision mais monstrueuse et très rapide. Et en fait, c'est tout ça. Il te récupère le ballon, hop là, il te le bonifie de suite. C'est une machine à laver. Je crois que c'est sur Twitter pendant le match pour en parler. Je disais il met 1 seconde de moins à voir le jeu avant tout le monde en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le ballon il arrive, il sait déjà ce qu'il va faire en fait. Tu gagnes déjà là-dessus. Et en plus de ça, il te fait des passes longues, des transversales et même des passes courtes, hyper millimétrées, propres. Il prend pas de risques parce qu'il va pas tenter des petits trucs. Il prend pas de risques, mais c'est beau, c'est propre. Et sincèrement, avoir un mec comme ça devant toi quand t'es défenseur, putain, c'est un soulagement. C'est un soulagement. De toute façon, j'ai vu la stat passer. Il a touché 79 ballons et 90% de passes réussies. C'est à tour de contrôle. Imagine, tu l'associes avec un 8 box to box qui va te porter un peu plus le ballon devant. Tu fais des massacres. Mais tu veux je sais pas. À voir si Boudaoui, je pense que le club compte sur lui pour remplir ce rôle-là, mais s'il arrive s'il confirme les promesses qu'il a montrées la saison dernière, ça peut vraiment être carnage. Tu veux que je te dise un truc ? J'aurais kiffé le voir avec Cyprien. Vraiment.
Sincèrement. Le Cyprien de la première année, alors. Le Cyprien de la première année, mais tu vois, là maintenant, t'as quand même un mec derrière lui qui te fait des putains de passes, t'as intérêt à être au niveau, il a l'expérience quand même, voilà, il a quand même pas mal de matchs au compteur et tout. Franchement, je mettrais bien une pièce pour voir un peu les deux sur quelques matchs ce que ça pourrait donner. Sincèrement. De toute façon, Cyprien, le problème ces dernières saisons, c'est que Favre, comme Vira, ont voulu l'aligner comme la pointe basse du milieu de terrain, alors que ça devrait être la pointe haute. Voilà. Il devrait même être plus haut que PLM, derrière. idéalement, parce que PLM a plus cette capacité à ratisser des on l'a vu la première année. On l'a vu la première année où il joue quasiment numéro 10 la plupart des fins de match, il est aux portes de l'équipe de France. En plus, tu veux profiter de sa qualité de frappe. Enfin, c'est un peu là-dessus qu'il a été gâché. Le problème de Cyprien aussi, c'est que là, on l'a tellement placardisé tôt. Il a aucune prépa dans les jambes. Il a aucun match. Il s'entraîne à l'écart du groupe et tout. Enfin, même si évidemment sur le papier comme ça, ça peut faire rêver. Mais je me dis, le mec, s'il revient dans le groupe et qu'à la limite, tu le vends pas et tu le réintègres au groupe, il va être fréquent. Il va être fréquent, le gars. Ça risque d'être. On a déjà vu des mecs revenir d'un loft, je veux dire. Après, ça a mis du temps pour qu'ils reviennent bien, etc. Après le confinement et tout, t'as vu l'enchaînement là? Bien sûr. Il y a eu un enchaînement là. Oui. C'est ça là. Il revient en janvier. En tout cas, dans l'idée, c'est vrai qu'un mec comme Cyprien avec Schneiderlin, dans le profil. D'accord. Putain, j'aurais bien voulu mettre une petite pièce pour voir un peu ce que ça allait donner. Parce que là, Cyprien, il est plus tout seul. Derrière lui, t'as un mec qui est... Ah ouais, t'as un mec défensivement, il fait une machine à laver. Et en plus, qui est la première rampe de lancement. Qui n'est pas juste un 6 bourrin qui va te casser le joueur. Voilà, c'est ça. Qui va c'est te pas un donner le ballon quoi. derrière. C'est pas le Gattuso. En fait, il a vraiment pris la place de Dante et il a pris son rôle de milieu, quoi. Parce qu'à la base, t'avais tous les ballons, la rampe de lancement, c'était souvent Dante qui, par des longues transversales, te cassait 2-3 lignes. Lui descend. Des fois, il est plus bas que Dante même pour prendre le ballon et le monter sur 20 mètres, t'as vu? Mais après, ça fait du sens par rapport au profil que t'as avec Dante et même par rapport au profil de recrutement avec Bambou. C'est JC Abdou, il nous disait qu'il avait quand même une très belle qualité de relance. Le peu qu'on l'a vu, c'est vrai que de ce côté-là, il nous a semblé assez performant. Donc, si t'as un axe qui t'envoie rapidement un ballon court sur Schneiderlin, très propre, et que Schneiderlin peut faire la première orientation qui casse la première ligne, tu pourras à terme très très vite remonter le ballon. Après, pour revenir sur le match quand même, parce qu'on on a limité été dithyrambique alors que bon, le match était meilleur, mais je suis pas sûr que ça mérite non plus un concert de louanges. On peut se gargariser du fait que on a une efficacité record parce qu'on marque sur tous nos tirs cadrés quasiment. Ouais. Par contre, ça pose quand même le problème. On a beaucoup de mal à se créer des occasions. Donc heureusement, on marque sur tout. Mais au final, en termes de tir, on est encore, t'es déficitaire face à ton adversaire, et tu te dis que le jour où tu fais pas 100% de taux de conversion, ça va être très très dur ne serait-ce même que de marquer, de gagner un match. Après, c'est aussi la physionomie du match, qui fait peut-être un peu ça, c'est-à-dire que tu marques relativement tôt dans les deux périodes, on va dire. Donc forcément derrière, tu essaies de faire du jeu tranquille et de moins attaquer. Donc voilà, si tout le match était à 0-0 ou tu vois ce que je veux dire, tu vas peut-être plus attaquer et plus tirer au but. Là, pour moi, je pense que la maîtrise du match a peut-être fait aussi le fait que tu tires moins au cash. Après, bien sûr que je te rejoins, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus offensif. Même Vira l'a dit, hein, il aurait bien aimé qu'on attaque pour mettre ce 3-0 pour vraiment être à l'abri. Il l'a dit en fin de match. Voilà, donc après on sait qu'il y a Ronny Lopez qui va arriver. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on l'a vu sur ses premiers ballons. Techniquement, ça a l'air d'être important, voilà. Si se moule directement dans le 11 avec Gouiri et Dolberg, vu les dégâts que ça a l'air de faire, je pense qu'on peut, voilà. On l'a dit tout à l'heure, on peut créer des opportunités, ouais. Il va te créer plus d'opportunités. Après, t'avais du match, t'avais beaucoup plus de possession, c'est toi qui avais le jeu. Mais quand tu as le jeu, c'est toujours compliqué aussi d'aller jusqu'au bout face à une équipe avec un bloc. Pour moi, je trouvais que Strasbourg... Ouais, on n'est pas la Belgique, quoi. C'est cool d'être champion de la possession, mais... oui, mais en face, t'as quand même... Je dis pas qu'il faut enquiller les frappes de 30 mètres qui servent à rien, mais tu t'as senti dans le match, heureusement qu'on a marqué sur nos deux seules occasions, parce que bon, on n'en a pas eu beaucoup. Tu vois, ça a vraiment été et c'est le même constat qu'on a fait face à Lens, et le match face à Rennes, le dernier match amical, c'était déjà la même chose. En fait, tu marques 3 buts déjà parce que Rennes t'en colle 2, et en fait t'as une occasion et demie dans le match, et tu finis par marquer
marquer 3 buts. Tu regardes les expected goals, pour ceux qui s'intéressent aux stats face à Lens, tu devais marquer genre 0,18 buts et Lens 3 buts, et au lieu de faire 3-0, ça fait 2-1 pour toi. Oui. C'est vraiment que tu es aussi une anomalie statistique. Encore une fois, c'est ce que tu fais avec le ballon. C'est ce que tu fais avec le ballon. C'est-à-dire que là, ils avaient la possession. Le seul problème, c'est qu'en face d'eux, ils ont un bloc qui était plutôt bas, Strasbourg, qui était quand même rentre dedans. À un moment donné, si tu sais pas trop ce que tu veux faire avec le ballon, même s'il y avait beaucoup de mieux, même si ça combinait encore plus entre eux, il y avait beaucoup de passes entre eux, etc. et tout, il te manque toujours ce mec technique pour Ronny Lopez, par exemple, pour t'amener plus d'occasions. Donc là, tu as une bonne possession, mais c'est encore une fois, qu'est-ce que tu vas faire de ton ballon, en fait? C'est ça le problème. Non, mais de toute façon, on a été élogieux au sujet du match et de ce qu'on a montré sur le terrain. C'est vrai. Mais élogieux, je sais pas. Mais on a été enthousiaste. On a été enthousiaste, si tu préfères. Mais voilà, après, on sait très bien que notre animation offensive, on va dire, c'est toujours la clé qu'il faut encore travailler, le truc qui nous manque encore un petit peu pour vraiment dire là, on a vraiment une équipe qui peut aller haut. Donc voilà, je pense qu'ils savent très bien que c'est sur ce point-là qu'ils doivent travailler. Comme Brice l'a dit, Ronny Lopez va revenir et on a vu sur le peu qu'on a vu, il peut être ce joueur comme ça qui va encore dynamiter un peu le truc, parce que forcément, tu sais, si quand t'as deux joueurs des deux côtés, ça apporte danger. Forcément, l'équipe adverse, tu la fais reculer, tu la mets en danger sur chaque possession. C'est pas la même. Là, forcément, d'un côté, t'as Sylvestre, que la plupart des joueurs, même s'il a fait un match correct, mais forcément, tes défenseurs, tu vas plus prêter attention à Gouiri qui vient de t'en mettre 2 qu'à Eddy Sylvestre, que la moitié des joueurs de Strasbourg ne devaient même pas le connaître. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc si dès le prochain match, t'as d'un côté Ronny Lopez, de l'autre Gouiri, déjà les défenseurs adverses, c'est pas la même. Ils vont se dire bon, là le danger il peut arriver de partout, quoi. Donc ça va jouer sur ça aussi. Mentalement, forcément, quand sur le papier t'es fort, bah déjà ça décourage certains défenseurs. Exactement. Bon les gars, merci beaucoup pour ce débrief sur Strasbourg-Nice. On rappelle que Nice est toujours leader de la Ligue 1 Uber Eats. Ah, bah écoute, ça fait toujours plaisir de le dire. On est prêt pour un nouveau confinement, pas de souci. Ouais, voilà. Ça serait, ouais, on le souhaite pas en tout cas. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez fait la rentrée aujourd'hui ou vos enfants ont fait la rentrée, bonne rentrée à vous. J'espère que tout s'est bien passé. On vous souhaite une bonne journée, soirée, tout dépend quand vous écoutez ce podcast. On reviendra très vite, très certainement avec une libre antenne. Sinon, rendez-vous juste avant le match Montpellier-Nice. On sera encore là pour refaire l'avant-match et les paris sportifs. Putain, je bégaye même. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao.